Je donne maintenant la parole à Monsieur Michel Chauvière, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. J'espère que je ne me trompe pas. Et jusque-là, tout va bien. Membre du Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques du CNRS, le CERSA, à l'Université de Paris 2. Bien, à mon tour de vous remercier pour cette invitation, qui est la seconde, si j'ai bonne mémoire. Ça veut dire que vous me faites un peu confiance. Je voudrais également dire que vous m'avez confié une tâche un peu particulière, mais brièvement énoncée, le versant historique. Alors c'est à la fois riche, évidemment, mais il faut cadrer un tout petit peu cette chose-là, et je me propose de le faire comme je l'ai à peu près compris. Alors pourquoi l'histoire? Parce que l'histoire, évidemment, sert à expliquer un peu le passé autant que possible, autant qu'il est possible, mais elle fournit aussi des arguments pour agir au présent et pour préparer l'avenir. C'est pour ça qu'il me semble que c'est important de savoir à quel moment on est dans cette longue histoire et être capable à la fois de parler du passé et de parler de l'actualité. Alors, j'ai traduit ça en deux questions. D'où vient le médico-social et son complément incontournable, pourquoi le médico-social? Et où va le médico-social, si on veut en ajouter une troisième? Alors, je voudrais donc retracer à grands traits les étapes de l'émergence et de l'évolution de ce type de réalisation sociale, le médico-social. En d'autres termes, je voudrais vous proposer un parcours dans la généalogie complexe, à la fois de la construction et de la reconnaissance de ces problèmes, de ce problème en particulier, mais aussi de l'ensemble des problèmes du même type, et l'invention de solutions, qui n'y correspondent pas forcément toujours. S'agissant de l'action de la société civile, spécifiquement en l'espèce des associations de parents et amis, qui est un fait historique, mais aussi de l'action publique elle-même. Ces deux aspects sont évidemment très liés, mais pour les présenter, il faut tenter de les différencier. Alors, ce qui ne va évidemment avec tout un ensemble de supports, ça ne se fabrique pas comme ça, partant de rien. Des supports financiers, ça a été cité tout à l'heure, d'ailleurs je le reprends, matériels et humains, mais aussi une sémantique, c'est-à-dire une façon de dire les choses. Alors je crois que vous êtes très attentifs, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure du regard et de la façon de dénoncer les jugements de valeur, si j'ai bien entendu, et ça je suis parfaitement d'accord, qu'il s'agisse du diagnostic, des représentations sociales, et j'ajouterais de l'interprétation, puisque pour reprendre ce qui a été dit. En gros, il s'agit d'armer le regard social, hein, je le simplifierai comme ça. Mais on pourrait également le prendre sous l'angle des droits juridiques, c'est-à-dire des supports juridiques, objet du droit, objet de droit, sujet de droit, etc. Il y a tout un ensemble de choses là qui seraient intéressantes à développer. Alors, partons de deux constats. D'abord, il existe d'autres montages hybrides, comme le médico-social. Je pense au socio-administratif, qui est l'histoire de l'assistance publique, d'une certaine façon, celle des assistantes sociales, le socio-judiciaire, qui est né avec les éducateurs de la PJJ, par exemple, et à propos de l'enfance délinquante ou de sauvegarde de l'enfance, c'était une formule historique, mais de la protection de l'enfance, disons plus généralement, le socio-économique, ce qu'on a aujourd'hui encore avec le RSA, l'insertion par l'économique et autres. Le risque dans tous ces montages, dans tous ces exemples, c'est que le second terme l'emporte sur le premier. L'administratif avant le social, la justice avant le social, l'économique avant le social, etc., etc. On pourrait dire là, la santé avant le social. Dans le même ordre d'idées, le risque existe évidemment que dans le médico-social, le médical l'emporte sur le social.
Alors je dis ça de loin, c'est-à-dire du point de vue des politiques générales, pas du point de vue des engagements individuels. On parlait tout à l'heure de Madame Zuckman, évidemment, c'est tout autre niveau. Mon hypothèse, et j'essaierai de le développer, de dire pourquoi tout à l'heure, c'est que un processus est déjà engagé en cours de développement où le médical l'emporte sur le social, dans le cadre du médico-social, avec les ARS, avec l'échec, par exemple, historique qui était porté par l'UNIOPS, si j'ai bonne mémoire, que les ARS s'appellent des ARS-MS, donc Agence régionale de santé et du médico-social. Nenni, échec politique. Deuxièmement, il y a toujours eu, peu ou prou, une grande proximité et même des collaborations importantes entre le médical et le social, constituant depuis longtemps une sorte de médico-social de fait, mais non de droit. Depuis les débuts du XXe siècle, le développement du monde de l'intervention sociale a en effet très souvent nécessité et intégré une composante médicale. Quelques exemples, ainsi l'invention d'une politique de l'enfance inadaptée dans les années 40, j'en reparlerai tout à l'heure, est impensable sans examiner l'apport de la neuropsychiatrie infanto-juvénile dans ces formules d'époque, c'est-à-dire fin des années 30, début des années 40. Au tournant des années 50, les premières manifestations d'associations de parents, d'enfants dits inadaptés encore, et non pas encore handicapés, sont fortes et soutenues par plusieurs pédopsychiatres bien connus. Mais c'est avec l'apparition d'une politique spécifiquement du handicap, avant et après les années 60, qu'apparaît le sous-ensemble politico-administratif qu'est le médico-social. Alors, quelques dates pour ceux qui ne seraient pas habitués à manipuler des dates pour comprendre le passé. Je voudrais illustrer mon propos par quelques dates avant les années 2000. J'expliquerai pourquoi je fais une césure, je fais une coupure en 2000, un peu plus tard. Mais pour monter la lente progression de la nécessité d'une politique du médico-social, du handicap d'abord et du médico-social. Alors, rappelons quelques points. En 1956, les annexes 24 d'un décret concernant la sécurité sociale agréent les établissements privés de soins et de prévention, de cure plus exactement, de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux. Autrement dit, c'est une extension de l'assurance maladie qui subsiste aujourd'hui dans le financement d'une bonne partie du médico-social. Ça, c'est important. En 60 se crée l'UNAPI, qui regroupe différents mouvements de parents d'inadaptés, le I de inadapté dans UNAPI, et non handicapés. En 64, alors ça a été rappelé tout à l'heure, mais je le dis à ma manière, se crée le CESAP. C'est l'acronyme de Comité d'études et de soins aux polyhandicapés, terme nouveau, avec notamment Elisabeth Zuckman, donc forcément on va la retrouver à plusieurs reprises, mais aussi Stanislas Tomkiewicz, qu'on n'a pas cité mais qui fait partie du lot. Et ce qui est important, c'est que c'est soutenu par la PHP, c'est-à-dire les hôpitaux de Paris, l'assistance publique hôpital de Paris, on connaît bien parce qu'on a souvent... ce sigle a été popularisé avec la pandémie, et la sécurité sociale et les CAF. Donc c'est plein de significations, cette espèce de ce montage politique de soutien, la PHP, la Sécu et les CAF. En 65 apparaît un numéro de la revue Esprit sur l'enfance handicapée. Tiens, pourquoi ce terme fait-il une apparition un peu dans la presse, dans les travaux, dans les revues spécialisées? Alors, c'est le signe pour moi que le terme de handicapé commence à s'imposer dans le domaine public. Alors, avec toute une difficulté qui est traitée par plusieurs, d'où vient ce mot? Il vient de l'anglais, on sait bien, mais il n'a pas ce sens-là en anglais, puisque c'est un mot du monde turfiste. Il faut rééquilibrer les risques en donnant plus à certains, donc ça ouvre un peu la perspective de
Bon, enfin, c'est pas la peine que j'aille sur ce sujet. En 66, non, parce qu'il y a des commentaires nombreux et contradictoires. En 66 est adoptée la Convention collective de l'enfance inadaptée, pour laquelle se créent les syndicats d'employeurs du secteur associatif. Et je rappelle ça parce que c'est important encore aujourd'hui. Le SOP pour l'UNIOPS, le SNASEA pour la sauvegarde de l'enfance et le SNAPI pour l'UNAPI. Alors, par la suite, tout ça va évoluer, bien évidemment, puisque aujourd'hui, on a un syndicat unique qui s'appelle NEXEM, mais pour l'UNAPI, c'est important parce que, à l'époque, déjà, dans le désordre de la 4e République, pour aller vite, un certain nombre d'établissements spécialisés ont été créés, de première génération. Les IMP, les IMPRO, les CAT, etc., etc. 67, alors là, ce point est important, cette date est importante, est rendu public le rapport de M. Bloch-Lenné sur les personnes handicapées, auxquelles participent d'ailleurs des gens comme Jacques Delors, ou notamment, ou quelques autres, qui distinguent la condition de handicapé au sein du secteur de l'enfance inadaptée et l'étend aux adultes. Donc c'est au sein du groupe plus large de l'inadaptation que se distingue, se dégage, se sépare en quelque sorte le monde du handicap. Une seule brève citation, parce qu'il y aurait des commentaires à n'en plus finir sur ce texte qui est très important, je vous invite d'ailleurs à le relire, mais j'en ai trouvé une. À la gravité absolue de leur mal s'ajoute une gravité relative qui dépend du milieu dans lequel ils vivent. Bon, cette balance est permanente entre la déficience, on dira, et les conditions d'accueil, d'acceptation, de reconnaissance, etc. 67, diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Je cite ça parce que ça n'est pas étranger à la montée en force du domaine du handicap, puisqu'il va falloir de la main-d'œuvre, pour le dire rapidement. Donc, diplôme d'état d'éducateur en 67, la même année. Le recrutement augmente, spécialement dans le champ du handicap. 70, certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, là aussi destiné au handicap. Alors en 70 également, grande enquête de l'INSERM avec les docteurs Salbreux, Tomkevich, etc. sur ce sujet. 71 pour le 6e plan. À l'époque, il y avait une planification, elle a disparu depuis, enfin peut-être qu'elle va ressortir avec la planification écologique, mais ce n'est pas tout à fait le même montage, et créer un intergroupe inadaptation handicap, pardon, pour rester dans la même formule. 72, encore, autre étape de la professionnalisation, création du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, encore dédié au secteur du handicap. 74, pour la première et la dernière fois en France, se crée un secrétariat d'État à l'action sociale avec René Lenoir, rattaché au ministère de la Santé de Madame Simone Veil. Alors on est sous Giscard, et Simone Veil est connue pour d'autres interventions, bien évidemment, dès cette époque, notamment sur le statut, la question de l'avortement, par exemple. 75 encore, on est très, très resserré. Deux lois. La loi en faveur des personnes handicapées, donc quelque chose aboutit là, sous la forme législative, et qui sera suivie par la forme réglementaire, avec qui est considérée comme, dès l'article 1, comme une obligation nationale. Ce point est très important, parce que quand une loi, quasiment loi cadre, affirme dans son article 1 que c'est une obligation nationale, on est bien au-delà de la reconnaissance unique. On engage finalement la société tout entière et ses financements. Alors, cette loi de 75, il faut ajouter qu'elle avait été préparée au sein du Commissariat général du plan sur 5 ou 6 années. Ça a été long, avec la collaboration unique un peu dans l'histoire, je trouve, de différentes associations, dont l'UNAPI, l'APF, l'APHJH et quelques autres. Et grandes associations qui rencontraient dans l'appareil public des hauts fonctionnaires qu'on pourrait qualifier
rapidement de réformistes, notamment des gens qui avaient été d'ailleurs instruits sur toutes ces questions sociales par Jacques Delors, quand il intervenait à l'ENA. Donc le thème gagne, le thème progresse à ce moment-là. Alors à la même date, il y a une deuxième loi qui est importante, que vous connaissez, c'est la loi sur les institutions sociales et médico-sociales, qui n'est pratiquement pas coproduite, celle-là, qui est produite par l'administration seule. Alors, on en finit rapidement, parce qu'on pourrait encore ajouter beaucoup de choses, mais par deux choses. 76, l'extension du domaine du handicap des enfants avec la création des centres d'action médico-sociale précoce. La stratégie se prolonge. 87, j'ai fait un saut important, loi en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne sera pas une grande réussite. Et 96, loi complétant celle de 75 relative à la prise en charge adaptée de l'autisme. Ah, ce terme-là apparaît à un moment donné. Alors, on pourrait là aussi s'interroger sur la place qui est donnée à certains groupes à l'intérieur de l'ensemble du handicap. Faut-il spécifier des groupes ou est-ce qu'il... Alors, ça peut aussi se poser pour le polyhandicap. Enfin, j'ai pris l'autisme parce que je le connais mieux peut-être, etc. Donc, voilà quelques étapes, quelques éléments qui montrent comment s'impose et progresse la cause politique et administrative du handicap, comment progresse la professionnalisation pour assurer une prise en charge de qualité. Je pense qu'il faut ajouter qualité dès cette époque-là. Comment progresse le soutien aux établissements, qu'on appelle d'ailleurs à l'époque des institutions, pour les ennoblir d'une certaine façon. Ce ne sont pas de simples établissements, ce sont des institutions. La loi de 75, numéro 2, parle d'institutions sociales et médico-sociales. Alors là, avec la sécurité sociale et des nombreux financements complémentaires, comment également s'institue une régulation du développement, seconde loi de 75, et climat de coopération entre les pouvoirs publics et les institutions, ou leurs représentants. Pour la petite histoire, c'est l'époque quand même où on commence à penser rationalisation des choix budgétaires, sous M. Giscard d'Estaing, libéral à sa façon, avant d'autres. Donc l'idée de mettre de l'ordre un peu dans tout ce secteur s'impose. C'est ainsi d'ailleurs qu'un peu plus tard, on aura le rapport Bianco-Lamy sur l'avenir et les transformations nécessaires du secteur de la protection de l'enfance. On est là à la veille de l'arrivée de M. Mitterrand. Alors le médico-social s'est maintenant imposé, distinct du médical autant que du social, pur. Il a gagné en légitimité. Concrètement, il est devenu un domaine de pluralisme des moyens, des procédures et des techniques. Sa force, c'est sa force, mais aussi sa fragilité. Ma conclusion sur tout ça, c'est que la construction est belle, surtout si on la présente de manière un peu progressiste, comme ça. En réalité, c'est une construction fragile. Dans le système républicain, dans le système institutionnel républicain, c'est une construction fragile et du coup exposée à des variations dans les années. Mais on ne savait pas ce qui allait se passer. Alors, je vais maintenant parler de... J'ai le temps encore? Non, je ne sais pas combien. Combien? Oh, ben ça va. J'ai le temps de voir maintenant, enfin, de vous proposer une réflexion plus engagée, un peu moins factuelle, comme ça, sur la bascule des années 2000. Alors, les années 2000 se caractérisent d'abord par l'aboutissement de l'adaptation des deux lois de 75, qui sont en chantier. La première en faveur des personnes handicapées attendra toutefois 2005 et un changement de gouvernement, avec notamment l'approche du handicap comme situation sociale, autrement dit quelque chose plus ou moins d'extérieur à la personne, qui ne nécessiterait que des interventions dans le droit commun. Ces termes-là arrivent avec 2005. D'où l'affichage, par exemple, en 2005, de la politique d'accessibilité ou d'accessibilisation généralisée. Alors c'est un peu de l'inclusion avant l'heure.
l'accessibilisation. C'est pas le même terme. Alors, pour certains qui ont critiqué cette loi de 2005, pourrait représenter une sorte de régression de la prise en compte de la condition vécue par les gens. Et qui exige des soins et des accompagnements cliniques hautement spécialisés. C'est-à-dire chez les gens qui font une lecture critique de ces domaines, ils notent que déjà 2005 a en germe des éléments de ce genre. Le regard change un tout petit peu, il se déplace. Si tout est social, que reste-t-il d'essentiel? C'est un peu la question que vous posez d'ailleurs. Il y a quelque chose qui échappe là au social pur. Alors il faut rajouter quand même que des travaux avaient été engagés plus tôt sur la révision de 75, notamment dans le cadre du ministère de Ségolène Royal, donc c'est à l'époque du gouvernement de la gauche avec la présidence de Chirac, mais ces travaux étaient inachevés lors des élections présidentielles de 2002 qui se sont terminées, comme vous savez. En revanche, la seconde loi de 75, concernant les institutions sociales et médico-sociales, était prête, elle, à la fin des années socialistes chiraciennes, était prête, et c'est elle qui fait l'objet de la loi de janvier 2002, dite 2002-2, qualifiée parfois de loi de rénovation de l'action sociale et médico-sociale. Toutefois, cette évocation est incomplète, sur 2 points au moins. Peut-être un troisième que vous m'avez glissé tout à l'heure, mais je vais l'ajouter. D'une part, on a adopté en 2001 un nouveau code de l'action sociale et des familles, qui n'est que la reprise du code de 56 sur l'aide sociale, qui est lui-même la reprise du code de 39 sur la natalité, la famille et la natalité. Donc il y a une histoire de la codification là que je n'ai pas le temps de développer, mais c'est important quand même, parce qu'un code, ça sert de chapeau, ça sert de fêtière, hein, ça sert de référence durable, quels que soient les aléas politiques, financiers, etc. Or ce code-là, maintenant, il s'appelle Action sociale et des familles. Alors, la formulation reste valorisante pour ce qu'on va appeler l'unité de l'action sociale, ou l'unité de l'action sociale et médico-sociale. Mais, à mon avis, il y a des éléments qui travaillent un peu la codification, notamment la question de la place de la famille. Alors là, on pourrait. Alors là, il ne s'agit pas simplement des associations de parents, hein, il s'agit de la famille en général. C'est une période de grand bousculement, de grande rénovation de tout ce domaine. Par exemple, l'invention de la parentalité est une réponse à la question de la crise de la famille telle qu'on l'aperçoit dans ces années-là. Mais surtout, et c'est le deuxième point que je voulais ajouter, alors je vais glisser entre les deux ce que vous m'avez rappelé, c'est-à-dire il y a aussi les 35 heures, hein, qui cassent un peu les unités de travail, qui ont des effets sur les conditions de travail des professionnels sur lesquels on a investi et attendu des résultats. Je pense que les 35 heures ont un effet mécanique tout à fait déplorable, même si on peut considérer que c'est fondé. Ça pose des problèmes d'ailleurs pour demain. Est-ce qu'il faut travailler plus ou travailler moins? Ça, je vous laisse entièrement libre de votre point de vue. Alors, ce que je voulais ajouter, surtout, c'est que cette même année, ces mêmes années 2000, ont connu une loi organique sur les lois de finances, la fameuse LOLF, loi organique sur les lois de finances, qui a manifestement, et ça c'est ma thèse, alors un certain nombre de gens sont en désaccord avec cette thèse, mais un certain nombre le sont comme moi, qui inspire largement la loi 2002 dite de rénovation. Alors, il faut donc s'arrêter quelques instants sur la LOLF. La LOLF, c'est une réforme générale des allocations de moyens publics, effaçant une ancienne loi de 1965, donc du début de la Ve République. Et elle est applicable, en principe,
sauf résistance, sauf difficulté, bien évidemment, à tous les consommateurs de telles ressources publiques. Et quand je dis tous les consommateurs, c'est tout le monde. C'est beaucoup de monde. C'est presque, d'ailleurs, contraire philosophiquement, contraire à l'esprit de la décentralisation. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il faut savoir qui commande. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt jacobin, d'esprit jacobin. Autrement dit, c'est recentraliser ce qu'on a essayé de décentraliser par le contrôle des allocations de moyens publics. Alors ça touche évidemment les secteurs qui nous concernent, le social, la justice, la santé, l'école, etc., etc. Et le médico-social est entraîné dans cette affaire. Mais aussi les collectivités locales, qui se sont crues plus indépendantes, mais qui n'ont pas de ressources. On n'est pas dans une république fédérale. Hein. On n'est pas comme l'Allemagne. On est la France, donc on est dans une république unitaire. Puis la sécurité sociale, qui n'est pas non plus, qui fonctionne pas de cette façon-là, même si le pouvoir politique a repris un peu de contrôle de la Sécu, puisque le mode paritaire historique n'est plus beaucoup, formellement il est encore présent, mais n'est plus beaucoup activé. Alors, grossièrement, les objectifs de la LOLF sont triples. Économiser, rationaliser les architectures de l'action publique et mieux gouverner les mises en œuvre, qu'elles soient publiques ou bien déléguées, notamment à des associations gestionnaires, créatrices, fondatrices. En un mot, une formule que vous avez certainement entendue chez certains, à la radio ou à la télévision, il s'agit de gérer la France, comme d'autres diront gérer ma région ou gérer mon département, mais aussi les institutions diverses et variées, comme des entreprises. Comme des entreprises. C'est le comme des entreprises qui est important à souligner. En gros, tout euro public engagé, investi, le mot est important, c'est de l'investissement. Tout euro public engagé doit être justifié en amont. C'est là que le système de mise en concurrence d'essence néolibérale va jouer progressivement, il n'est pas généralisé. Hein. C'est pas le marché encore tout à fait. Ça ouvre au marché, mais pas tout à fait. Doit être justifié après mise en concurrence pour que le moins coûtant, comme vous disiez, et le mieux disant gagne la lutte, la concurrence, et non seulement traiter de cette façon en amont, mais évaluer en aval. C'est-à-dire l'invention de l'évaluation n'est pas une mesure pour la qualité. Moi, je m'oppose à cette idée-là. L'évaluation externe, s'entend. L'évaluation interne, c'est autre chose. Ça se pratiquait déjà sous différentes formes. Mais l'évaluation externe, c'est une mesure de contrôle économique, sous prétexte de qualité des prestations, mais c'est très, très logique et ça fait partie de la panoplie de la gestion des entreprises. Alors, le nouveau, c'est donc de penser le social comme un investissement, appelant donc des résultats, des résultats tangibles, visibles, et non plus comme une redistribution solidaire, qui est l'esprit de la sécurité sociale, ça. Solidaire et étendu. Ce qu'on retrouvait dans la façon de financer une partie du médico-social que j'ai cité tout à l'heure, depuis 1956, sur une extension de l'assurance maladie. Parce que là, ça a cette signification-là. Et ça va au-delà des cotisants, puisque les bénéficiaires ne sont pas les cotisants. Oui, je sais, je vais essayer d'avancer. Alors, et la condition de tout ça, c'est de barder tout l'ensemble d'outils techniques expérimentés dans le secteur du business, en affirmant qu'ils permettent, soi-disant, une meilleure qualité des prestations. Autre mot nouveau, par exemple, le mot prestation s'impose. Il est nouveau dans tout ce secteur. On n'a pas le sentiment d'offrir,
de fabriquer des prestations, mais de fabriquer autre chose. D'ailleurs, les termes changent tout à fait. Et une plus grande satisfaction des usagers. Autre innovation sémantique qui trouve sa place. Et quelle place? Considérés en gros comme des clients, mais pas tout à fait des clients, parce qu'ils ne sont pas solvables directement. Mais là, on est dans le même esprit. Alors, la suite, si je dois simplifier, je vais le faire rapidement. La suite, c'est une espèce de dégradation lente, mais perceptible, qui aboutit ces dernières années à des prises de conscience un peu tardives, je trouve, mais importantes, de ce qui est en train de se tramer, sans bien comprendre les ressorts de tout ça, et a fortiori comment ralentir le processus ou l'inverser, etc., etc. Pardon, c'est très politique, mais je vais essayer de simplifier. Alors, comment en parler? Je m'appuie sur un modèle qui me paraît assez opérationnel pour essayer de comprendre comment les choses changent, pas se contenter de commentaires globaux. Pour moi, le médico-social, comme le social, pour que ce genre de montage tienne, j'ai dit que c'était des montages fragiles, il faut au moins 4 supports, 4 piliers, qui sont aussi 4 intelligences de la question sociale. Et je pense qu'il y a de l'intelligence là-dedans, plutôt que des piliers matériels ou financiers. Il faut du droit en général, parce qu'on est en état de droit, mais aussi des droits de créance, c'est-à-dire les droits sociaux sont des droits de créance. Et ce n'est pas des droits de sécurité, ce n'est pas des droits avec une contrepartie nécessaire. Hein, c'est le gros débat d'ailleurs sur est-ce qu'il faut de la contrepartie sur le RSA ou pas. Hein, ça occupe encore le terrain politique depuis la présidentielle. C'est une question un peu importante, parce que quand il y a de la créance, est-ce que ça veut dire que tout individu, tout citoyen a le droit de tirage sur la ressource publique, mais est-ce que la puissance publique a le droit d'exiger une contrepartie? Ce problème est immense et pas solutionné. Il y faut encore des institutions, et des institutions de toute nature, y compris des financements, des métiers dédiés, des cadres évidemment institutionnels classiques, des équipements, des matériels. Hein. Il faut tout ça. Il faut aussi des savoirs. Et j'ai rappelé tout à l'heure dans l'historique combien certains moments, les savoirs ont progressé. Les enquêtes de l'INSERM, le numéro d'esprit, enfin je mets tout ça dans le même sac trop rapidement. Et je crois qu'il y a quelque chose de plus qu'il faut, et que je vais le dire, que je vais citer, signaler à ma façon. Il y a une nécessaire signature clinique chez les professionnels ou ceux qui accompagnent. Signature clinique, ça veut dire une façon de s'y prendre, un savoir s'y prendre, un savoir. Alors, je le dis de manière un peu vulgaire, mais ça rejoint un peu les propos éthiques qui étaient signalés tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une attitude, une altérité qu'on travaille, une attitude à l'égard de l'autre, qu'on trouve un peu partout, alors peu ou prou, évidemment, selon la gravité des situations, la difficulté des situations. Moi, je connais mieux le secteur de l'autisme que le secteur des polyhandicaps, mais c'est bien le même problème. C'est-à-dire, pour accompagner de tels jeunes enfants ou adultes, il faut savoir leur parler. Et leur parler, c'est les reconnaître, hein, et voir leur proposer un chemin. Bon, voilà. Or, si vous me laissez encore une minute ou deux, depuis 2000, rien de tout ça ne disparaît. Ce n'est donc pas une privatisation. On n'a pas vendu les bijoux de famille à qui voulait l'acheter, sauf peut-être dans les EHPAD, parce que l'EHPAD est un secteur encore plus... Le secteur des personnes âgées dépendantes est un secteur encore moins institutionnalisé que le vôtre, et plus fragile à l'égard des convoitises du marché. D'où l'apparition de Corian et quelques autres qui font du business, et qui ont des actionnaires. Alors c'est moins développé dans des secteurs plus institutionnalisés, plus robustes,
Je pense que le handicap est un peu plus robuste, mais il est grignoté par cette possibilité-là. D'autant plus qu'elle est réclamée par le secteur marchand. Et d'autant plus qu'on a eu aussi, je vous rappelle, un commissaire à l'économie sociale et solidaire dit du nom de Itier, au début des années 2017, qui voulait développer le Social Business Act. Rien que ça. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps, mais l'idée est restée avec les Social Impact Bonds, c'est-à-dire les investissements privés, à côté des investissements publics. Voilà, tout ça, c'est en jeu. Alors, donc, comment évolue le modèle, enfin les 4 éléments dont j'ai parlé? Ben, c'est assez simple. Il y a une dénaturation de l'objet des politiques publiques. Il y a une délégitimation des professionnels. Alors ça se traduit par le fait qu'actuellement il y a des tas de postes vacants et qu'on ne trouve plus de professionnels, y compris dans les centres de formation. On ne se précipite plus. Il y a un tel bashing sur ces métiers-là, malgré les flonflons liés à la pandémie, et encore pas sur ceux-là, plutôt sur ceux de l'hôpital. Voilà, les gens disent non. Non à cette prise de risque, non. Alors, c'est pas de la négligence, c'est de la survie. Hein. Et alors, ça me paraît tout à fait important. Donc, le droit reste, les droits créances, heureusement, il n'est pas attaqué, pas trop. Certains le pensent quand même. Certains droits sociaux reculent. C'est l'approche actuarielle qui fait que un droit, s'il ne produit pas de valeur, il est discutable. Les institutions sont dénigrées. Alors ça, je voudrais faire un tout petit mot là-dessus parce que c'est important. On est dans une phase dite de désinstitutionnalisation. Et ça nous vient non seulement en interne, mais aussi de l'ONU. Madame Aguilar, lorsqu'elle est venue faire son rapport sur la situation française, a considéré que toutes les institutions étaient des lieux de privation de liberté, de routine, relisez son texte, il est particulièrement violent à l'égard du modèle français de développement, et ça s'est traduit par une philosophie, enfin une politique de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire les institutions sont néfastes pour les personnes. D'où naît l'inclusion, d'ailleurs. D'où naît l'idée d'inclusion qui va avec l'idéal d'un droit commun qui serait enfin réconcilié avec tous ceux qui sont à la marge. Hein. Moi, je pense qu'il faut se méfier de toutes ces formules-là, y compris de l'inclusion, hein, parce que je crois que c'est une très belle idée, mais les conditions de réalisation de l'inclusion ne sont pas là. Alors, pour ce qui est des institutions, ils sont remplacés par des dispositifs performants destinés à servir une juste prestation, un juste service, par des équipements mieux ajustés, pourquoi pas, plus souples, mais régulièrement évalués, toujours évalués, de plus en plus évalués, en contrepartie des investissements consentis. C'est ça l'idée de contrepartie des investissements. Et vous entendez actuellement des établissements où les professionnels disent qu'ils ne sont pas là pour remplir des cases, c'est-à-dire pour renvoyer à l'ARS assez régulièrement des informations. Et pendant la pandémie, ça a été amplifié, multiplié par 10. La commande était impérative. Alors, les savoirs eux-mêmes sont mis en concurrence, on ne s'en sort pas très bien, entre les savoirs académiques, les savoirs techniques des professionnels et les savoirs expérientiels des personnes concernées directement, et ça me paraît très important également. Et avec les recommandations de bonne pratique, qui peuvent paraître anodines, on a un système de contrôle. Les évaluations, d'ailleurs, font référence souvent, l'évaluation externe, aux recommandations de bonne pratique, c'est-à-dire que c'est un modèle administratif à la française, hein, c'est-à-dire qu'on ne libère pas les établissements, on ne libère pas les professionnels, au contraire, on les astreint, un peu comme on a fait l'école de la République, d'ailleurs. Hein, il y a un programme. Et des recommandations de bonne pratique, c'est presque la même chose que le programme. Et vous trouverez peut-être mon propos trop libéral sur ce sujet, mais je pense qu'il faut aussi laisser la place aux
aux initiatives, au savoir-faire des professionnels là où ils sont, et des parents. Mais avec une difficulté, évidemment, c'est le lien entre les uns et les autres. Le risque étant qu'aujourd'hui, comme on désinstitutionnalise, on va renforcer la responsabilité parentale. Oui, j'ai fini. Eh ben, j'ai presque tout dit. Non, je vais finir sur une phrase, c'est que l'éthique clinique, si tant est qu'elle soit une des conditions du développement, de la bonne reconnaissance et du développement de ces secteurs, l'éthique clinique, pour l'instant, est battue en brèche. Et dans le collimateur, la signature du travail social est ignorée, déniée, contestée, en partie par une soi-disant résistance aux évaluations quantitatives surtout. Parce que le système de gouvernance actuel, il est quantitativiste. Ça veut dire qu'il ne fait plus la place, il ne sait pas comment faire la place, d'ailleurs, aux évaluations qualitatives, qui pourtant se développent et sont nécessaires, bien évidemment. Voilà, j'ai à peu près fini. Pardon pour la fin un peu gâchée, mais on en restera là. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette passionnante intervention. On va revenir tout à l'heure avec Albert Prévost, justement, sur les questions européennes et de désinstitutionnalisation, puisque l'ONU recommence à sévir. Et donc, je pense que c'était extrêmement intéressant d'avoir cette intervention-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ce qui a été dit, qui sont évidemment vraies dans le champ du handicap, mais qui, dans le champ du polyhandicap, prennent une dimension tout autre, parce que c'est tout de même un accompagnement extrêmement spécifique et particulier. Donc du coup, nous avons une petite pause et avez-vous des questions, des interventions, des choses à dire? Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire. Et donc, il faut quelqu'un de très courageux qui se lance le premier. Mais ne me dites pas que c'est un colloque de grands timides. Oui, Martine. Attends, je te donne. Si tu veux bien reposer ta... Oups. Oui, bonjour. C'est une intervention extrêmement basique. Est-ce qu'on pourra avoir les textes de ces merveilleuses interventions? Alors, non seulement vous aurez les textes de ces merveilleuses interventions, mais de surcroît, vous les retrouverez pour la plupart des intervenants qui l'ont accepté sur notre chaîne YouTube. Et donc, vous pourrez les réécouter, éventuellement les apprendre par cœur. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Attends, je te donne le mien. Oui, bonjour, André Schilt, président du CESAP. Et je voudrais revenir sur la question du regard posé sur la personne polyhandicapée. Et je suis désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu sur ce sujet, mais sur l'évolution, on le voit dans l'évolution de l'acronyme CESAP et de ce que cela signifiait. Vous l'avez souligné, le CESAP a été créé en 1965. Et CESAP en 1965, cela voulait dire Comité d'études et de soins aux arriérés profonds. Comité d'études et de soins aux arriérés profonds. 1965. Mais c'est comme ça qu'on les appelait en 1965. Et très rapidement, évidemment, le nom a évolué. En 1970, le CESAP est reconnu d'utilité publique et devient Comité d'études et de soins et d'action permanente. Et en tout petit, en faveur des déficients profonds, je ne sais quoi, mais vraiment en tout petit. Comme si on ne savait pas à qui on s'adressait en quelque sorte. 1980, autant que je sache, ou 82, Comité d'études et de soins aux polyhandicapés. Ah, on voit déjà à qui on s'adresse et une population qui est identifiée.
Et il faut attendre 2005, avec le nouveau statut du CESAP, comité d'éducation, d'études et de soins auprès des personnes polyhandicapées. Vous voyez donc entre 1965 et 2005, le changement du regard, et je crois que ça identifie parfaitement ce qui s'est passé sur l'ensemble de la société sur cette évolution. Je vais revenir sur si vous le permettez, sur la deuxième intervention. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y ait besoin d'évaluer, qu'il y ait besoin des bonnes pratiques, tout cela, je crois que c'est nécessaire, bien évidemment. Ce qui m'interroge, c'est quand même la longueur de ces documents. Les recueils des bonnes pratiques de l'HAS, 126 pages. 126 pages. Le dernier document produit par l'ONU sur la désinstitutionnalisation, 56 pages. Où va-t-on ? Mais où va-t-on ? Je veux dire, laissons un peu de créativité au personnel. Je crois que vouloir tout définir sur qu'est-ce qu'est le bon accompagnement sur les personnes, cela nuit, j'en suis vraiment persuadé, à la créativité des personnels. Et je crois que c'est vraiment ça, à mon avis, le gros problème à l'heure actuelle. Merci beaucoup, notamment pour cette dernière parole sur la créativité qui est tellement importante. Effectivement, des cadres trop rigides ne laissent pas s'exprimer l'expérience des professionnels. Et Dieu sait si dans le polyhandicap, où chaque cas est différent, on a besoin de s'ajuster, de s'adapter et d'avoir recours à cette créativité. Donc, merci beaucoup, André Schild.